Septième épisode de podcast en cette journée ensoleillée. Nous nous interrogeons afin de savoir comment la démarche portfolio est-elle mise en place dans d'autres universités. Et pour ça, nous accueillons Léa, ingénieure pédagogique au sein de l'IUT de Nîmes, pour nous en parler. Bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast dédié au partage, au retour d'expérience des personnes, des profs, des étudiants, des ingénieurs pédagogiques et autres qui expérimentent de près ou de loin la démarche portfolio. Alors Léa, aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, ça serait ton retour d'expérience parce que je sais que tu es pas mal impliqué dedans. Depuis plus longtemps que moi, j'en suis quasiment sûr. Alors je vais peut-être quelque chose de tout bête. Présente-toi, dis-nous qui est Léa. Alors, je suis depuis 3 ans ingénieure pédagogique à l'IUT de Nîmes, où effectivement j'ai beaucoup travaillé sur la démarche portfolio et sur l'APC plus en général. Et avant ça, je suis docteur en géologie. Voilà, donc rien à voir. Et j'ai été aussi enseignante en physique-chimie et SVT, ce qui aide beaucoup à comprendre les besoins des enseignants, y compris sur la démarche portfolio qui ne ressemble pas aux enseignements classiques. Oh, excellent. Excellent. Alors, tu vois, j'ai plein de questions en tête, mais bon, vu que tu amènes ça tout de suite, moi, je te suis. Quand tu dis que la démarche portfolio n'est pas un enseignement classique, déjà, c'est quoi la démarche portfolio? Alors, la démarche portfolio, c'est réaliser, en tout cas, la démarche portfolio au sein des IUT, c'est-à-dire pour mettre en place un portfolio d'apprentissage et d'évaluation. C'est la démarche faite par les étudiants de conception du portfolio, c'est-à-dire quels éléments je vais choisir de mettre dans mon portfolio, comment est-ce que je vais les agencer les uns par rapport aux autres, comment est-ce que je vais prouver qu'ils me permettent, comment est-ce que je vais prouver qu'ils permettent de développer telle ou telle compétence, ces éléments. Et après, comment est-ce que je vais pouvoir présenter ça proprement à mes enseignants ou à mes pairs ou éventuellement, peut-être plus tard, à des recruteurs. D'accord, d'accord. Donc, et tu as parlé de portfolio, mais alors, j'ai pas trop bien compris. C'est quoi encore cette histoire de portfolio? Qu'est-ce que c'est un portfolio exactement? Je fais l'enseignant t'es un peu sceptique. Oui, il n'y a pas de souci. Le portfolio, c'est un outil de recensement des traces d'apprentissage. Voilà. Donc, on pourrait dire une forme de livret ou voilà. À l'IUT, j'ai des étudiants qui préfèrent appeler ça le livret de compétences. Voilà. L'idée, c'est de rassembler des traces de l'apprentissage qui permettent de prouver qu'on a atteint un certain niveau dans les compétences demandées par la formation. D'accord, d'accord, ok. Donc ça, c'est plus clair, ça permet à l'étudiant de prendre du recul sur ce qu'il a fait et de formaliser concrètement ses compétences qui vont lui permettre de trouver un taf et de pouvoir manger, c'est ça? C'est ça, mais ça peut aller un peu plus loin que ça, puisque ça ne se limite pas forcément à la formation à l'IUT. Même si c'est ce qu'on leur enseigne en cours. L'idée, c'est aussi qu'ils puissent réutiliser ça dans les compétences qu'ils ont en dehors de l'IUT. Par exemple, le sport, la vie associative, une passion quelconque, la couture. Voilà. Ça permet en fait de recenser toutes les compétences qu'on a. Ok, ok, ok. Et tu as dit justement au tout début de l'échange, que c'est une matière un peu particulière. Si on peut l'appeler matière d'ailleurs, matière aux disciplines. Qu'est-ce que tu entends par là exactement? En fait, la particularité du portfolio, c'est que ça touche toutes les compétences de l'apprentissage, donc c'est transversal à toutes les disciplines, justement. Et les compétences, ça va plus loin que les disciplines, c'est vraiment l'utilisation et la mobilisation de différentes disciplines pour répondre à des situations complexes. Donc, quand on réalise un bilan de compétences, c'est plus ou moins ce qu'on fait dans le portfolio, on a vraiment besoin de survoler toutes les disciplines, tous les projets, toutes les choses qu'on a accomplies. Et donc, en ça, le portfolio, c'est pas vraiment une discipline, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un enseignement pas comme les autres. D'accord. Alors, et si je suis un enseignant qui a pendant des années enseigné sa matière, je pourrais dire n'importe quoi. Allez, les pathologies du béton armé, moi je suis spécialiste du béton armé. Et
Et justement, on me demande d'enseigner ça, mais alors à quel champ disciplinaire on pourrait rattacher cette démarche réflexive, cette démarche portfolio? Qu'est-ce que tu entends par champ disciplinaire? Eh bien, par exemple, je sais pas si on doit faire, si on, allez, si je devais utiliser, si mon cœur de recherche c'était les mouvements contre-révolutionnaires en Vendée, et j'en pourrais dire que je suis rattaché, ma discipline principale, c'est l'histoire. L'histoire, ouais, ouais, allez, l'histoire et peut-être même l'histoire du droit selon l'approche. Quelle serait la discipline alors à laquelle rattacher, quel serait le champ de recherche, quel le grand domaine de connaissances auquel on pourrait rattacher la démarche réflexive selon toi? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas tellement de réponse à cette question. Je pense qu'on est à cheval entre plusieurs domaines. Je pense que ça se balade un peu du côté des sciences cognitives, du point de vue de la réflexivité. Je pense que ça se balade un petit peu du côté de la philosophie aussi là-dessus. Et puis après, on est plutôt sur les disciplines sciences humaines, RH. Voilà, vraiment, je trouve ça très transversal et je trouve ça difficile de le ranger dans une case, quoi. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, ça dépend de ce que l'enseignant a envie de faire porter au portfolio aussi. Donc, c'est assez difficile de donner une réponse tranchée. C'est cool. J'aime beaucoup ta réponse parce que ça, c'était, j'avais envie de te la poser. Enfin, je l'avais posée à mes étudiants et on avait eu une discussion là-dessus, justement. C'est bah, quoi on peut la rattacher parce que à un moment donné, les étudiants m'ont dit, mais le portfolio, en fait, c'est un peu de la communication. Certains m'ont dit aussi que c'était de la philosophie, donc ils se posaient des questions. Et moi, ce que j'avais, en creusant un peu, ce que j'avais regardé, et la réponse que j'ai trouvée, qui est peut-être pas, qui est sûrement sujette à controverse, c'est qu'à partir du moment où, dans la démarche réflexive, on a le concept fondamental qu'est l'auto-évaluation, on se situe dans le domaine de la psychologie sociale, dans cette branche-là. Alors après, qu'il y ait des gens qui soient contre ou pour cette idée, j'imagine qu'il y en aurait. Mais ouais, on en a discuté avec Philippe Didier-Gauthier, je t'en avais parlé tout à l'heure. On s'était dit, oui, que la psychologie sociale, ça rentrait bien. Par contre, on peut avoir, j'ai l'impression que le potentiel de cette matière, c'est qu'on peut avoir plusieurs grilles de lecture, dont la philosophie. Et j'ai pu voir que les étudiants étaient assez sensibles à ça. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai une question. Tu penses pas justement que quand on est un enseignant, on est assez, comment dire, on se sent à l'aise avec sa matière et quand on nous demande d'enseigner une autre matière, eh bien, on peut se retrouver très loin de notre fameuse ZPD, notre fameuse zone proximale de développement, et que c'est pas, tu penses pas que ça, selon toi, c'est un truc qui peut être assez difficile chez les enseignants quand on leur dit, allez-y, enseignez ça? Alors, je l'ai expérimenté de première main puisque j'ai été dans les classes pour accompagner l'enseignement du portfolio la première année à l'IUT de Nîmes. Donc déjà moi, en tant qu'enseignante de sciences, de me retrouver à enseigner le portfolio, j'ai trouvé ça difficile. Et j'étais pas leur enseignante, mais les enseignants ont rencontré la même difficulté et j'ai réalisé une enquête auprès de 16 enseignants de 8 IUT différents cette première année 2021-2022. Et tous les gens qui enseignent le portfolio ont rencontré cette difficulté, c'est-à-dire que c'est pas une matière qu'on enseigne en IUT normalement. Et du coup, c'est de toute façon un enseignement qui déroute un peu parce qu'il est original et parce que ça nécessite vraiment une approche d'accompagnateur plus que d'enseignant. Et en cela, c'est vraiment une nouveauté pour tout le monde. Alors, super. C'est super cool que tu amènes ça. J'ai envie que tu ailles un peu plus loin quand tu dis que c'est la nouveauté, la posture d'accompagnateur. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Est-ce que tu pourrais développer un petit peu, s'il te plaît? Alors, quand on demande à un étudiant de réaliser un portfolio, on demande à un étudiant de parler de lui et pas de son voisin. Donc à partir du moment où il faut parler de lui, ça veut dire qu'il va falloir lui laisser prendre les décisions. Il va falloir le laisser faire ses choix. Donc on n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans la réalisation d'un portfolio. C'est toujours l'étudiant qui choisit qu'est-ce qui lui paraît pertinent ou pas. On peut en discuter, on peut l'accompagner, on peut lui dire qu'on n'est pas d'accord avec lui éventuellement, même si c'est pas forcément très productif. Mais ça reste toujours le choix de l'étudiant.
Et les gens qui ont voulu trop, entre guillemets, brider le portfolio, c'est-à-dire, par exemple, mettre un certain nombre de traces obligatoires ou bien obliger certaines traces, se sont pris les pieds dans le tapis parce que ce qui ressort à chaque fois de ces expériences-là, c'est que les portfolios sont tous identiques, que les étudiants ne parlent pas d'eux, mais parlent de leur boulot d'élèves dans cette formation, dans cette année de formation. Et c'est complètement pas du tout la philosophie du portfolio. Ah, excellent. Excellent. Je souris parce que quand tu as parlé de traces obligatoires, je repensais à un département de notre IUT, c'est pareil. Il imposait des traces. Et dans ces moments-là, je me dis que cette façon de faire est très révélatrice de l'engagement des enseignants là-dedans. Je suis pas sûre que ce soit une histoire d'engagement parce que au cours des 16 entretiens, alors j'ai pas mené les 16, mais j'ai analysé les 16. Au cours des 16 entretiens qu'on a menés avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé là-dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait des enseignants qui étaient très engagés, mais que c'est très difficile de prendre la bonne direction. Parce qu'il y a autant de visions du portfolio qu'il y a d'enseignants concrètement. Et en fait, on a très envie, à un moment donné, de se rattacher à des choses qu'on maîtrise. Et pour certains, c'est justement d'avoir le contrôle sur la production des étudiants. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça va être d'avoir un contrôle sur les délais ou d'avoir un contrôle sur le nombre de pages ou d'avoir... Voilà. Parce que ça donne l'impression qu'on cadre. Et les étudiants, ils sont très demandeurs de ce cadre. Quand on leur dit de faire un portfolio, au début, ils sont en panique totale. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on leur demande et ils n'ont aucune idée du temps que ça va leur prendre, de qu'est-ce qu'on attend d'eux, etc. Et à l'IUT de Nîmes, quand on a démarré, on a choisi volontairement de laisser un flou sur ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire on ne leur a pas imposé ni un format, ni un volume, mais ça les a beaucoup angoissés au début. Mais je pense que c'est une étape importante pour finalement créer quelque chose qui ressemble à soi et pas créer quelque chose pour un enseignant. Oui, démystifier un peu ce qu'est réellement le portfolio, parce que dans ce que tu viens de dire, en fait, si justement la pierre angulaire de la prise de décision des profs, c'est leur besoin de contrôle, on n'est plus sur une démarche centrée sur l'étudiant et centrée sur ce qu'est l'étudiant. Et alors, je suis curieux, toi justement qui as dû t'acculturer à cette démarche, qui as dû même l'enseigner, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as vécu tes premiers moments d'enseignement de la démarche réflexive? Alors déjà, moi, il a fallu que je m'acculture très 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 vite puisque je suis arrivée à l'IUT en septembre 2021 et les premiers TD d'accompagnement portfolio, c'était en octobre 2021. Donc il a fallu... au début, je me suis beaucoup basée sur le bouquin qui venait de sortir de Poumet et Georges, donc qui reprennent la méthode de Tardif, enfin l'approche de Tardif de l'APC et du portfolio, et sur leur présentation qui avait été faite pour les IUT et que le directeur de l'établissement m'avait donnée en disant « nous, on est obligé de partir de ça ». Donc je suis partie là-dessus et après, je me suis dit... j'étais pas toute seule déjà. Assez vite, j'avais une équipe de profs avec moi, notamment une directrice des études qui avait pris ça en main et qui était très impliquée là-dedans. Donc on a réfléchi et on s'est dit, pour accompagner ça correctement, déjà, il faut un certain nombre d'heures parce que l'acculturation, nous, on a du mal à l'avoir. Donc les étudiants, ça risque de prendre encore plus de temps. Et ensuite, il faut qu'on soit vraiment avec eux, quoi. Qu'on soit honnête, qu'on leur dise, voilà, la démarche, elle est nouvelle pour tout le monde. C'est pas grave si on est un peu dans le flot au début. L'important, c'est d'avancer ensemble. Et pour nous, la première étape, c'était vraiment de leur faire prendre conscience de leur formation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend d'eux concrètement? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent faire à la fin du contrat de 3 ans qui est le BUT? Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on leur a fait faire une espèce de reconstitution de leur programme. En fait, c'est eux qui ont repris les éléments principaux de leur programme et qui les ont rassemblés en compétences pour justement prendre conscience de qu'est-ce qu'on attend de moi, comment est-ce que je suis censée le faire et dans quel type de situation je suis censée pouvoir utiliser cette compétence, quoi. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Et puis après, on leur a fait faire des exercices de portfolio, mais on ne les a pas lancés directement sur le portfolio, le vrai, avec toutes les compétences, tout ça. On les a mis sur ils avaient à faire pour un de leurs cours, un espèce de mini-projet de 6 heures de gestion de projet. Et du coup, on leur a dit à la fin de ce projet-là de faire un petit exercice réflexif sur
qu'est-ce qu'ils pensent avoir acquis pendant ce projet-là, qu'est-ce qui leur a posé problème et qu'est-ce qu'ils feraient différemment. Donc c'était vraiment un petit paragraphe à écrire, on n'attendait pas 10 pages. Hein. Et en fait, on est parti de là pour faire le portfolio version 0. Parce que là, ça venait d'eux. Ok. Alors, si je reprends tout ce que tu viens de dire et que je rentre un peu dans une espèce d'inception, qu'est-ce que toi, en tant qu'enseignante de la démarche réflexive, quelles grandes difficultés t'as rencontrées j'ai bien compris l'acculturation très rapide, mais là, si on arrive en termes de gestion de classe, quelles grandes difficultés t'as rencontrées? Alors, la première chose qu'on nous a dit, c'est « Madame, ça sert à rien ». Parce que c'est en fait avec un peu de recul maintenant on se rend compte qu'il y a vraiment qu'à partir de la 2e année voire la 2e moitié de 2e année où les étudiants commencent vraiment à prendre conscience de l'intérêt de ce qu'ils ont fait. Ce qui est rigolo, c'est que les étudiants des années d'avant, que là c'est fini, on n'en a plus, mais on avait jusqu'à l'année dernière des étudiants de DUT. Et ces étudiants de DUT, ils nous ont tous dit « Oh là là, mais c'est super, qu'est-ce qu'on aurait aimé pouvoir faire ça, nous, parce que là, on a l'impression qu'on n'a rien fait pendant 2 ans, on n'est pas capable de dire sur quoi on a travaillé pendant 2 ans, on s'en rappelle pas. » Alors qu'avec le portfolio sous les yeux, en améliorant le portfolio et en amendant le portfolio toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, en fait, on a toujours un œil sur ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, on est beaucoup plus conscient du chemin parcouru. Donc ça, c'est du côté étudiant. Une autre grosse difficulté rencontrée, c'est du côté des enseignants, puisque les enseignants qui adhèrent au portfolio, en tout cas au début, il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est très difficile de mobiliser les enseignants, sauf que c'est important, puisque, comme je l'ai dit au début, le portfolio, c'est transversal. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les étudiants ils doivent se poser la question, dans tous leurs enseignements, de qu'est-ce que je pourrais garder comme trace. Et donc ça, c'est mieux s'ils peuvent en discuter avec les enseignants. Simplement... que les enseignants, ne serait-ce que pour pouvoir prendre une photo, prendre une vidéo, faire un enregistrement audio de quelque chose, il vaut mieux que les enseignants soient au courant et d'accord. Et ensuite, pour pouvoir discuter vraiment des compétences qui sont travaillées par tel ou tel projet, par telle ou telle tâche, bah, c'est mieux si les enseignants ils sont un petit peu acculturés aussi à la démarche portfolio. Oh oui. Oui, là tu fais écho à des problématiques auxquelles je me retrouve très bien. Comme en plus, là, moi, ce que je fais, là où je les évalue, c'est vraiment, j'évalue la capacité des étudiants à produire ce qu'on appelle des analyses réflexives. Des petits exemples de démarche. Une analyse réflexive, c'est vraiment un raisonnement, une démonstration par laquelle tu me démontres l'acquisition ou pas d'une compétence via la présentation d'une trace. Bref. Sauf que si moi, mes gars, moi, ils sont en RT, en réseau télécommunication, en cybersécurité, et moi, je te l'ai peut-être pas dit, mais je suis pas un gros expert de la cybersécurité, je suis même assez ignorant. Donc, quand il faut que je corrige entre guillemets leurs travaux ou quand on veut évaluer leur démarche réflexive, ben, si moi je suis capable d'examiner et d'évaluer la pertinence d'une démarche, je suis pas forcément le gars le plus compétent en pen testing. À force d'en bouffer, je commence à avoir quelques trucs, mais je peux pas le faire tout seul. Et donc, ce qu'on fait nous à l'IUT de La Rochelle, c'est quand on les évalue, notamment lors de soutenance orale, eh bien, on est 2. C'est-à-dire qu'il y a le prof qui va s'occuper de la partie psychologie, donc moi, et celui qui est entre guillemets la partie disciplinaire, qui va s'assurer que le gamin raconte pas de conneries. Donc en fonction des SAE qu'il y a. Et donc l'un des enjeux qu'on a eu, c'était d'arriver justement, on sensibilise les enseignants à ça, et on essaie d'en réquisitionner 1, 2 ou 3 en fonction des sujets, des choses que les étudiants veulent ou présentent. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça permet aussi aux enseignants de venir, de participer à un exercice qu'ils connaissent assez bien, c'est noter un oral. Et en même temps, de découvrir une autre façon de noter, et de découvrir un enseignement, une manifestation concrète d'un enseignement. Parce que la plupart, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est encore cette fumisterie? À juste titre ou pas, mais au moins, ils peuvent voir. Ils peuvent voir concrètement ce que c'est. Et comment, toi, ça se fait chez toi? Est-ce que vous avez pensé à des choses comme ça ou pas du tout? Alors nous, on a, dans les 2 départements que j'ai suivis de près, parce qu'il y en a qui ont fait ça plus en autonomie, donc là j'ai moins de détails sur comment ça s'est passé. Mais dans les 2 départements qu'on a suivis de près, il y a une équipe qui était super soudée dès le départ et qui avait dit que de toute façon tout le monde s'impliquait. Puis voilà, il y avait des enseignants qui géraient le portfolio, mais par contre, quand il y avait les oraux et tout ça, tout le monde était impliqué.
Donc il y avait une forme d'acculturation en salle des profs, quoi. Et puis dans l'autre département, il y avait 3 profs qui étaient très impliqués et les autres profs qui suivaient plus ou moins de loin, dont certains qui suivaient plus ou moins de loin mais qui n'étaient pas du tout d'accord. Et dans ce département-là, il a été imposé, entre guillemets, que tous les enseignants participent à un oral de portfolio à la fin du premier semestre, donc en binôme aussi. Mais évidemment, il y avait 14 jurys, donc c'était pas possible d'avoir un prof de portfolio dans chaque jury. Donc le matin du jury, c'était vraiment une catastrophe. Les profs, ils étaient vraiment en furie d'être là. Ils avaient pas du tout envie d'être là. Ils avaient vraiment l'impression qu'ils allaient perdre leur temps. Et en fait, au fur et à mesure de la matinée, ils ont compris l'intérêt du portfolio et ça leur a apporté quelque chose, à savoir que les étudiants sont capables de parler de ce qu'ils ont fait, que eux, en tant que profs, ils sont capables de voir qu'est-ce que les étudiants retiennent de leur apprentissage, quels sont leurs endroits, leurs passages préférés, quelles sont leurs tâches préférées. Ça se ressent vachement dans un oral de portfolio. Et du coup, à la fin des soutenances, quand on a fait le débrief, ils nous ont dit d'emblée, alors, pour le prochain semestre, ce qui serait cool, ce serait qu'on puisse garder une partie des jurys pour que les étudiants ils puissent revenir voir un membre du jury pour qu'on voit comment ça évolue. Et là, on s'est dit, c'est gagné. Parce que ce jury qui n'avait pas envie d'être là, avait envie d'être là et d'être impliqué dans le portfolio de 2e semestre. Donc, finalement, les meilleurs ambassadeurs du portfolio, c'est les étudiants. Oui. Oui, enfin, je te dis oui, parce que c'est ce que je crois aussi. Je me dis, pour beaucoup de choses, les étudiants sont des leviers du changement énormes. Si on arrive à les engager, ce sont eux qui seront les plus convaincants auprès de leurs profs. Et est-ce que tout ce que tu as dit au début, justement, cette découverte, cette initiation à la démarche réflexive, j'avais enregistré un podcast avec un prof, un maître de conf, enseignant de physique à l'université Côte d'Opale. Mathieu, si tu nous écoutes, salut à toi. Et lui, ce qu'il avait dit, il avait dit une phrase très extrêmement juste que j'avais beaucoup aimé. Il avait dit, j'ai compris le sens et l'utilité de la démarche portfolio le jour où j'ai commencé à me l'appliquer à moi-même. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ça dépend de quelle partie du portfolio on parle. Ouais. Lui, tu vois, il avait même fait un exercice que j'ai trouvé très intéressant. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Ce qu'il s'était dit, c'est qu'il a dit, il s'est donné un cadre. Il s'est dit, j'en ai marre de mon boulot d'MCF. J'aimerais me reconvertir, faire une reconversion professionnelle. Et j'ai besoin de me construire un portfolio pour ça. Et l'idée, c'est que mon portfolio doit aussi être là il doit servir, il va m'aider à identifier un chemin, vers quoi j'ai envie de me diriger, vers quel métier. Et une fois que j'ai identifié le métier, quelles compétences je serai capable de valoriser pour prétendre à son exercice. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette réflexion? Je trouve que c'est assez cohérent avec la démarche portfolio dans l'ensemble. À partir du moment où l'objectif, c'est de mettre en relief des compétences, ça permet d'y voir plus clair sur comment elles sont agencées entre elles et comment elles sont liées entre elles, les compétences, et vers quel type de métier ça peut mener. C'est plutôt une bonne nouvelle que ça fonctionne aussi pour les enseignants. Alors pour l'anecdote, j'ai fait l'exercice la semaine dernière de créer un portfolio. Donc grâce à ma longue expérience du portfolio, du coup, je l'ai fait en 1 semaine. C'est quand même un travail qui est extrêmement chronophage et qui nécessite d'avoir une vision déjà claire de l'ensemble du parcours. Donc c'est beaucoup plus facile de démarrer au début du parcours, entre guillemets, que de récupérer ça après 10 ans, 5 emplois, de 3 métiers différents. Voilà. C'est plutôt on s'y met, mieux c'est. Mais par contre, c'est vraiment un élément très efficace pour justement toute volonté de reconversion et de bilan de compétences. En fait, il est quasiment déjà écrit, quoi. Oui, donc d'où l'intérêt, comme tu dis, de commencer en première année, même s'ils ont du mal à voir l'utilité un peu plus. Oui, et puis c'est pas grave parce que déjà parce qu'en première année, ils sortent du lycée, donc ils ont tout bêtement envie de faire plaisir à leurs profs. Ça peut être l'exercice qui va leur permettre de comprendre qu'ils sont pas là pour faire plaisir à leurs profs, mais pour se construire eux.
Euh, et après, on n'est pas obligé d'exiger d'eux non plus un portfolio ultra, enfin voilà, ultra bien présenté, très bien poli, très tout ça. L'important, c'est de leur montrer, c'est de leur donner la liberté, on va dire, d'expérimenter déjà pour trouver quelle est la forme de portfolio qui leur convient, qu'est-ce que eux ils lisent le mieux. Parce que l'important, c'est qu'ils arrivent à avoir une vision globale de leurs compétences en parcourant le portfolio. Donc après, pour certains, c'est des sites internet, pour d'autres, c'est une version papier, pour d'autres, c'est un PowerPoint, pour d'autres, c'est du Canva. Chacun sa formule, mais l'important, c'est de les laisser expérimenter pour qu'ils puissent se rendre compte de qu'est-ce qui leur convient. Et tous les éléments qu'on pourra faire qui vont leur permettre de personnaliser la chose, les couleurs, les polices, le choix des photos, le choix du texte, etc. Tout ça, ça va les aider à parler d'eux et à se singulariser par rapport au reste de la classe, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que si on reprend tout ce que je viens de dire, l'enjeu principal du portfolio et peut-être de la démarche portfolio, les deux, c'est d'arriver à ce que l'étudiant accède à ce processus de singularisation de façon consciente. Ouais, c'est un peu ça. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même se servir des copains. C'est-à-dire que nous, parce qu'une des grosses difficultés du portfolio, c'est l'évaluation. Pour deux raisons. Déjà parce que quand on est seul prof ou deux profs, évaluer selon combien on a dans la promo, entre 60 et parfois 120, 130 portfolios, déjà une fois par semestre, c'est très long. Et ensuite, le problème du portfolio, c'est que pour avancer dans la bonne direction, il faudrait l'évaluer 3-4 fois par semestre. Donc ça, quand on est un ou deux profs, c'est impossible. Donc nous, on s'est dit que une des meilleures solutions qu'on avait, c'était de les faire évaluer les portfolios entre eux. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça permet d'avoir un retour. Ensuite parce qu'en 2021, on n'avait aucun exemple de à quoi ça pouvait ressembler un portfolio d'IUT. Et donc on s'est dit, au moins, ils auront les exemples des collègues de classe. À partir desquels ils pourront se dire, ah bah oui, ça j'aime bien la présentation. Ah bah là, j'aime bien cette formulation, c'est intéressant. Ah bah là, il a bien pensé à mettre le contexte, du coup c'est vrai qu'on y voit plus clair. Ah bah il a organisé ses compétences comme ça, d'accord, j'ai pas pensé, mais c'est intéressant. Ou alors au contraire de se dire, ah bah ça non, ça là moi j'y comprends rien, ça veut dire qu'il faut pas présenter comme ça. En tout cas, de partir de ce que font les autres pour se nourrir, on va dire, des exemples pour savoir comment soi on voudrait faire. Et ça a été un exercice super intéressant qui a été beaucoup plus émotionnant que prévu, puisque les étudiants qui se corrigent entre eux, c'est rude, hein, des étudiants qui se corrigent entre eux. Faut borner un petit peu le truc et puis faut accompagner au feedback positif parce qu'ils ont tendance à être assez sévères. Mais par contre, voilà, c'est des évaluations qui sont très intéressantes. Et donc, on a continué comme ça longtemps. Et on a même fait évaluer les oraux de portfolio de première année par des deuxièmes années. Et là, on s'est rendu compte que les deuxièmes années étaient très pertinents dans leurs questions sur le portfolio, sur les compétences, sur tout ça. Et donc, encore une fois, on s'est dit c'est gagné. Ça veut dire qu'ils se sont impliqués. Ça veut dire qu'ils ont compris comment ça marche l'APC, comment ça fonctionne le portfolio, qu'ils sont capables de poser les bonnes questions. Et donc, voilà, l'évaluation, ça reste un point très difficile du portfolio, mais si on n'y réfléchit pas avant, ça peut faire perdre tout son sens au portfolio, en fait. Si on ne l'évalue pas ou si on l'évalue n'importe comment, ça peut lui faire perdre tout son sens. Oui, la question de l'évaluation, elle est pas évidente. Moi, je sais que ce que j'avais fait, ce que je fais toujours d'ailleurs, c'est que dès le début, tu parlais d'évaluation par les pairs, je leur explique comment je vais les noter. Vu qu'on est dans un système en fait extrêmement scolaire et il faut leur donner une note. Alors que ça tenait qu'à moi, je ne donnerais pas de note. Ça, c'était une discussion qu'on a vue avec Philippe. Devoir noter la démarche réflexive, c'est déjà un gros biais en soi, et un biais qui va nuire en grande partie à l'aspect authentique et personnel de la démarche réflexive. Et alors, ceci étant, il faut arriver à composer ce qu'on a. Je me base sur une grille d'évaluation, une grille critériée, que je donne en fait aux étudiants, et quand on s'entraîne vraiment à faire des exercices très scolaires, c'est eux qui notent l'analyse réflexive de leurs copains qui présentent à l'oral en se basant sur la grille, en m'expliquant leur choix. Et ce que je remarquais très souvent, c'est quand ils ont la grille, on a à peu près la même note qui varie entre 1 ou 2 points tout au plus. Et peu importe les années, première, deuxième, troisième année,
Et là-dessus, il y avait pas de, il y a très peu de différence. Mais se pose en revanche une question, c'est moi ce que j'évalue, c'est encore une fois, c'est leur capacité à produire une analyse réflexive. Toi, tu disais même que tu n'attendais pas forcément un portfolio extrêmement parfait ou réussi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai fait l'erreur l'année dernière de leur demander un truc entièrement fait. Il y a un portfolio qui contient les analyses réflexives de toute leur SAE. Bon, j'avais choisi de me baser sur ce qu'avait fait ma prédécesseuse avant moi. Et avec du recul, je me suis rendu compte que c'était en fait une grosse connerie. Pourquoi une grosse connerie? Parce qu'en fait, lorsqu'on demande à un gamin de faire quelque chose comme ça, il va rentrer dans une logique d'automatisation. Et en faisant de l'automatisation, il n'est plus dans la réflexivité. Et c'est peut-être la grande difficulté, c'est d'arriver à casser ce carcan scolaire. Ce qui m'amène à une question que j'ai envie de te poser depuis un moment, c'est selon toi, est-ce que la salle de classe n'est-elle pas l'un des pires endroits pour faire de la démarche réflexive? Alors, je réponds à cette question dans 2 minutes. Je reviens juste sur les écueils de l'évaluation, parce qu'on en a rencontré un gros aussi, et ça me fait penser, ce que tu dis m'y fait penser. Vas-y. Nous, on a co-construit la grille d'évaluation avec les étudiants. Oh, excellent. Et donc, on était assez fiers de nous. Et du coup, ils savaient ce qu'on attendait d'eux, etc. Et à la fin de la première année, j'ai fait des focus group. Et ils m'ont dit, mais il leur a fallu plus de 6 mois pour s'en rendre compte. Mais c'est eux qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, en fait, notre évaluation, elle va pas. Notre grille d'évaluation, elle est pas bonne. C'est une grille d'évaluation de rapport. Parce qu'on demande que ce soit structuré, que ce soit bien rédigé, que l'orthographe soit bonne. Et en fait, je me suis dit, mais carrément, on s'est complètement vautré sur la grille d'évaluation, qu'on a pourtant co-construit avec eux en toute bonne foi. Et en fait, c'est tellement facile de retomber dans les systèmes d'évaluation qu'on connaît bien, que c'est difficile de casser les carcans. Et aussi les carcans de la grille d'évaluation. Donc, ce qu'on a fait après, c'est d'arrêter de faire des grandes grilles. On a fait une grille à 4 critères et on a demandé aux enseignants ou aux étudiants, quand c'est eux qui évaluent, de faire un feedback écrit. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de notes, il y a 4 critères qui sont explicités. Et à partir des 4 critères, chaque évaluateur doit donner un feedback écrit. Voilà. Et le feedback, il est redonné à chaud à l'étudiant. Comme ça, il peut s'en servir après. Mais il n'y a plus cette grande grille d'évaluation parce qu'en fait, on retombe dans l'orthographe, la grammaire, qui ne sont pas des choses qu'on est censé évaluer dans le portfolio. Et donc, pour répondre à ta question d'après, je pense que la salle de classe, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est un endroit qui porte une façon de se comporter et une façon d'ouvrir son esprit à la réflexion qui est assez naturelle. On ne fait pas exprès. Quand on rentre dans une salle de classe, on est là pour bosser. C'est assez intuitif, ça fait tellement longtemps qu'on y va. Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'effectivement, on a tendance à rester dans des schémas préconstruits parce que justement, ça fait des années et des années qu'on a les mêmes schémas. Et c'est vrai pour les étudiants et pour les enseignants. Et d'ailleurs, à l'IUT de Nîmes, pour essayer de lutter un peu contre ça, en plus des learning labs qui sont les salles avec le mobilier, tout est mobile, tout peut être transformé, et puis les murs écritoires, on va essayer de mettre en place des salles de classe en extérieur. Ah. Excellent. Excellent. C'est super que tu partages tout ça. Parce que c'est aussi rassurant de voir qu'on n'est pas que je suis, en tout cas, je suis pas le seul à me poser ces questions. Sur la question, alors je rebondis vite fait sur la question de la salle de classe en extérieur. Ça, c'est quelque chose que je vais expérimenter. Faire cours à côté de la plage, parce qu'on nous, à La Rochelle, on a la chance d'avoir la mer à côté, et que l'IUT est à quoi 7 minutes à pied de la plage. Et donc derrière ça, en fait, sans rentrer dans une logique de Club Med, au contraire, c'est l'hypothèse principale, c'est que la salle de classe, le carcan scolaire, empêche en fait une forme d'authenticité, empêche une réflexion authentique. Pourquoi? Parce que quand on parle d'authenticité, on parle aussi d'intimité, et le carcan scolaire va pas mal s'opposer à ça. Et donc là, si je devais reprendre le podcast avec Philippe Didier Gauthier, il avait évoqué un concept qui est très important, qui est le concept de tiers-lieu. C'est-à-dire que pour faire de la démarche réflexive, pour faire entre guillemets, une démarche réflexive pure, authentique, personnelle, tout ça,
eh bien, il fallait trouver un endroit où on pouvait justement libérer la parole. Alors, bien sûr, il avait évoqué son cadre qu'il appelle CRE, son cadre éthique, confidentialité, respect, écoute, entraide. Et à un moment donné, il faut arriver à le matérialiser parce que dans une salle de classe, quand tu arrives en tant que prof, tu arrives dans un milieu scolaire où très souvent les gamins sont évalués sur leur capacité à mettre en œuvre un savoir-faire ou tout simplement à donner des connaissances. Et dans une classe, tu as des tensions, tu as des conflits, tu as des clans. Sauf que quand tu demandes à tes gamins de s'ouvrir, de prendre un truc qu'ils ont au fond de leur cœur ou au fond de leur âme et de le mettre sur la table devant tout le monde, c'est pas toujours évident. Et pourtant, on sait qu'on a besoin de ça parce que si on le fait pas, on passe à côté. On passe à côté. Et là, ce que je peux te dire, c'est qu'en ce moment, j'avais fait une expérience avec les étudiants. On en a fait une vidéo qui sort d'ailleurs ce soir. C'est de montrer un exemple de tiers-lieu. J'ai emmené des étudiants de première année faire de la réflexivité en salle de sport. Montrer qu'on peut prendre la méthodologie classique d'analyse réflexive et la transposer dans un autre contexte et voir comment ils s'en sortent. Voilà. Je partage totalement ça. C'est cette idée que la classe doit permettre l'ouverture et pas cristalliser les conflits. Et c'est pas facile, mais il y a des façons simples de le faire parce qu'évidemment tout le monde peut pas aller. Nous on a un grand parc à l'UTNI, mais tout le monde peut pas aller s'asseoir sous les arbres ou à la plage. Mais je m'étais pas mal renseignée justement avant qu'on puisse proposer cette idée de classe dehors. Et c'est déjà très en place dans les collèges, les lycées et encore plus dans le cycle primaire. Et en fait, c'est assez facile à mettre en place, même de changer de point de vue en restant dans la classe. Il suffit de faire retirer les chaussures aux gens, de les faire asseoir sur les tables ou de pousser les tables, de s'asseoir tous par terre. En fait, de simplement casser la classe, casser le système classe. Moi, j'adore les faire écrire sur les fenêtres. Mais c'est vrai, ça a l'air de rien, mais en fait, en cassant les interdits, on casse le carcan qui va avec. Les faire écrire sur les tables. J'ai acheté des crayons pour enfants de couleurs qui permettent d'écrire sur les tables et sur les chaises et par terre et sur les fenêtres. Et en fait, rien que ça déjà, alors au début, ils nous regardent un peu avec des yeux ronds, mais en fait, ils y prennent goût et ça permet d'avoir une façon de penser différente. Alors évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir aller faire cours dehors parce que en plus, dehors, il y a l'avantage de la sonorisation qui fait que on peut discuter à 3 ou 4 sans gêner les gens qui discutent à côté de nous, puisqu'il y a un bruit de fond qui permet qu'on n'entende pas le stylo qui tombe, le papier de chewing-gum qui se froisse, voilà, ou le mec qui peut pas s'empêcher de bouger la jambe sur la chaise qui grince à côté. Tout ça, ça disparaît dehors. Donc en fait, on peut avoir une interaction avec les collègues et aussi avec le prof qui soit une forme d'intimité, comme tu disais tout à l'heure. Et donc on peut reproduire sans trop de difficulté le côté travailler dans sa bulle, beaucoup plus facilement qu'en classe où chaque bruit devient vite une perturbation. Ouais. Et tout ça, alors, après, il faut arriver à mobiliser cette modification de l'environnement vers cet apprentissage réflexif ou métacognitif. Et c'est pas évident. Et là, c'est peut-être une question qui me vient à l'esprit, c'est cet engagement, cet accompagnement que l'enseignant peut avoir, ça peut lui faire peur. Je pense que ça peut lui faire peur parce que là, je te dis ce que m'avait confié Mathieu. Il m'avait dit, mais quand je t'écoute, Dylan, et quand j'entends que tu le fais en cours, je me dis que tu développes un rapport extrêmement proche, une connexion très forte avec tes étudiants. Et ça, tu vois, aujourd'hui, en enseignant la démarche réflexive, je sens que ça devient un besoin, c'est nécessaire, mais il y a quelques années, je ne me sentirais pas d'être aussi proche des étudiants. Et donc, une question que j'aimerais te poser, si justement tu as eu l'occasion d'enseigner la démarche réflexive, c'est est-ce que selon toi, justement, enseigner la démarche réflexive, c'est aussi re-questionner et redéfinir ton rapport à l'étudiant? Oui, ça va avec la démarche portfolio puisqu'on n'est plus enseignant, on est accompagnant. On accompagne en fait une réflexion qui n'est pas la nôtre. On sert de miroir finalement. Donc évidemment, on est obligé d'avoir une connexion plus importante avec les étudiants, mais c'est même pas vrai dans le sens, c'est pas toujours vrai dans le sens où il y a quand même énormément d'enseignants qui sont très proches de leurs étudiants parce que ils utilisent des méthodes de différenciation, parce qu'ils utilisent des méthodes projets qui permettent de discuter de manière beaucoup plus informelle, parce qu'ils utilisent des pédagogies qui sont beaucoup moins verticales.
et qui permettent de toute façon d'avoir ces proximités. Combien il y a d'enseignants qui discutent avec les étudiants dans les couloirs ou tout ça. En fait, cette proximité, elle est un choix de l'enseignant dans sa pédagogie. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise solution. C'est chacun fait comme il le sent et ressent. Après, c'est pour accompagner la réflexivité, à un moment donné, il faut donner l'exemple. Voilà. Donc on n'est pas obligé de raconter sa vie à ses étudiants et d'obliger les étudiants à raconter leur vie. Mais à un moment donné, il faut, je pense, montrer l'exemple de ce qui est... qu'on est en fait dans un environnement sécure pour le faire. Voilà. Ouais. Et je suis pas spécialement partisane des démonstrations orales, des expériences de chacun. Il y a des gens qui sont très timides, il y a des gens qui n'ont pas envie de partager certaines choses, il y a des gens qui n'assument pas. Donc finalement, l'écrit me paraît quelque chose de beaucoup plus safe que l'oral pour faire ce genre d'exercice. Donc on n'est pas obligé de connaître ses étudiants, c'est ça que je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir des conversations à bâton rompu, informelles avec les étudiants pour les accompagner dans la réflexivité. Mais par contre, il faut à un moment donné montrer l'exemple quand même et surtout être à l'écoute. Et c'est drôle, ça c'est une question, quelque chose que j'ai souvent en tête, la question de l'exemplarité. Pourquoi? Parce que ça va faire quoi, 2 ans et demi que je suis avec mes étudiants. Et je crois que la première chose que je leur ai dite, c'était je ne me vois pas vous demander quelque chose que je ne m'imposerai pas à moi-même. Parce que si je fais pas ça, pareil, je pourrais vite tourner au ridicule. Et les étudiants, ils sont des créatures très malines et très intelligentes. Et à un moment donné, ils ont posé la question, mais vous, monsieur, vous parlez du portfolio, mais est-ce que vous en avez un? Et tu poses la question à des enseignants. Je sais pas, l'archétype d'un enseignant, c'est quelqu'un qui est resté dans la fonction publique pendant des années et qui n'a pas eu besoin de faire ça. Donc ça, c'est pas évident. Je mets un bémol quand même parce qu'il y a une partie des enseignants qui sont enseignants-chercheurs, qui ont rempli déjà un tas de dossiers, de rapports, d'activités, de bilan de compétences, de tout ça pour des raisons ou d'autres, pour des projets, pour des habilitations à diriger des recherches, tout ça. Donc en fait, il y a déjà une forme de portfolio là-dedans, même si une fois de plus, on est un petit peu plus dans le portfolio de présentation. Mais voilà, la rédaction d'un travail de doctorat, par exemple, on a déjà un pied dans le portfolio. Et ça, alors, là, j'ouvre une parenthèse parce que c'est quelque chose c'est une question qui s'est posée à La Rochelle, c'est le développement d'un portfolio pour les nouveaux maîtres de conf, et enfin pour les nouveaux enseignants-chercheurs, avec une partie justement, une dimension enseignement, une dimension recherche. Mais là, dans ce que tu viens de dire, là, tu parles quelque chose de formalisé, d'ancré, c'est-à-dire que cette démarche portfolio, en tout cas déguisée, elle a vraiment, entre guillemets, une force obligatoire, elle a vraiment un levier, c'est vraiment un levier très important dans l'évolution de carrière? Je suis pas trop sûre d'avoir compris ta question, je veux bien que tu reformules. Là, ce que tu dis, là, justement, ce que font déjà les enseignants-chercheurs, ce qu'ils font déjà pour ce qui s'apparente à la démarche portfolio, est-ce que ça a un impact réel dans leur évolution de carrière? Tout ce qui concerne la recherche, oui. Ok. Après, malheureusement, en France, la mise en valeur de l'investissement pédagogique, elle n'est pas du tout au même niveau. C'est plus le cas au Canada, par exemple, où c'est quasiment 50-50, je crois. Mais en France, c'est encore très très axé sur la recherche et beaucoup trop peu sur l'enseignement. Et effectivement, un portfolio, ça permet de mettre ça en valeur, mais encore une fois, si c'est évalué par personne, ça fait pas beaucoup bouger les choses à part dans sa tête, quoi. Oui, oui. C'est une histoire de politique, hein, mais voilà, on en parlait tout à l'heure, la pédagogie n'est pas vraiment au cœur des politiques actuelles, même dans l'enseignement supérieur, donc c'est difficile c'est aussi pour ça que c'est difficile de mobiliser les enseignants d'ailleurs, hein, parce que s'investir dans des projets pédagogiques, finalement, ils le font par passion, ils le font pas par investissement dans la carrière. Oui, on le fait pour la gloire et pas pour l'argent. C'est au-delà de la gloire, hein. Je pense vraiment que c'est par passion, c'est parce que c'est quelque chose qui les drive, quoi, de se lancer dans un projet pédagogique, d'expérimenter des nouvelles choses,
voilà, c'est quelque chose qui permet de générer des transformations, etc. Et il y a beaucoup d'enseignants qui sont drivés par ça. Mais arrive un moment, si on doit gérer ça par-dessus les obligations administratives, par-dessus la recherche, par-dessus la recherche de fonds pour la recherche, finalement, il n'y a plus le temps pour ces projets-là. Oui, oui. Et à partir du moment où ils sont évalués, en France en tout cas, que sur la recherche, ouais, c'est compliqué. Ça, c'est pas encourageant hein, comme état de fait. Et alors peut-être que si on arrive tranquillement sur la fin, quel serait, si on veut être optimiste, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux enseignants un peu sceptiques ou curieux qui écouteraient cette discussion pour leur dire quelque part que la démarche réflexive, ça peut être cool. Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont essayé des choses et il y a beaucoup de choses qui marchent. Voilà. Ensuite, on n'est pas obligé de passer de 0 à 100 en une fois. On a le droit de faire ça par étapes, on a le droit de commencer petit, c'est conseillé d'ailleurs, de commencer petit, puis de rajouter des étapes au fur et à mesure qu'on se sent de les rajouter. C'est de toute façon, l'APC, la démarche portfolio, c'est de toute façon quelque chose qui est bancal pour le moment, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il y a toujours cette histoire de notation, sauf que l'approche par compétence, c'est la démarche portfolio. Le principe, c'est d'avoir acquis, non acquis. Donc la notation, elle n'a aucun sens. Donc c'est difficile de faire cohabiter les deux, donc on fait comme on peut en fonction de ce qu'on arrive à mettre en place. Ce qui est vraiment chouette et ce qui donne vraiment les meilleurs résultats, c'est de réussir à travailler avec les collègues. Parce que c'est vraiment ce qui marche le mieux pour que l'approche portfolio soit cohérente pour tout le monde et pour que tout le monde en retire quelque chose. Parce que le portfolio, pour les enseignants, on a l'impression que c'est une charge de travail, mais c'est aussi une façon d'évaluer ses enseignements, hein. C'est aussi une façon de se rendre compte de ce qui a plu aux étudiants, de qu'est-ce qu'ils en ont retiré, de qu'est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir réussi ou raté, quel niveau ils ont l'impression d'avoir atteint, etc. Donc c'est hyper enrichissant pour les pratiques de l'enseignant d'avoir un œil dans le portfolio de ses étudiants. Donc c'est pas un outil qui sert à rien et c'est pas un outil qui sert que aux étudiants. Et après, c'est aussi quelque chose auquel on va s'acculturer petit à petit. Voilà, je pense qu'il faut y aller tranquille, mais il faut y aller, par contre. Voilà. Vaut mieux se lancer dans quelque chose de pas trop ambitieux plutôt que de ne pas se lancer. Oui. Ce que disait Julien, fait mieux que parfait. Voilà. Ok. Alors peut-être, allez, pour finir, si tu devais t'adresser en fait à des étudiants qui sont assez sceptiques parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont eu du mal à voir l'intérêt de cette matière, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'ils le font pour eux. Ce que je leur dis en général, c'est imaginez que vous êtes sur un salon ou vous êtes en visite dans une entreprise et que là, il y a quelqu'un avec qui vous discutez, quelqu'un avec qui ça matche bien et avec qui vous aimeriez bien travailler. Si vous avez votre portfolio en tête parce que vous l'avez construit tranquillement pendant 1 an ou 2, vous êtes tout à fait capable de sortir comme ça, sans y réfléchir, les 2-3 compétences que vous maîtrisez le mieux et sur lesquelles vous auriez envie de travailler. Si vous n'avez pas fait ce portfolio, c'est beaucoup plus difficile de réussir à faire le tri dans tout ce que vous avez appris depuis 2 ans pour savoir quels sont les éléments essentiels et quelles sont les choses sur lesquelles vous êtes les meilleurs. Oh, excellent. Je pense que je le transmettrai ça, notamment aux premières années, vu que les 2e et 3e années, ça y est, ils sont partis. Ok. Mais écoute, merci. C'est vachement cool de pouvoir expliquer ce qu'on fait à sa grand-mère. Oui, cette astuce, elle est pas mal aussi. Ça, c'est pour les premières années. C'est pour les premières années qui ont moins de contenu et moins dans l'esprit desquels c'est encore un petit peu moins clair. Mais voilà, le portfolio, ça sert vraiment à bien comprendre où on en est, en fait, finalement. Et puis surtout, à voir tout le chemin parcouru. Tu rentres du bout de l'IUT un soir en te disant « Oh là là, je vais jamais m'en sortir, il y a encore tellement de choses à faire, tellement de chemin à parcourir. » Tu ouvres ton portfolio, tu vois tout ce que tu as fait, tu dis « Non, ça va, j'ai quand même bien bossé. » Ça fait du bien.
Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien, ça permet de se rendre compte, hein, comme tu dis, du chemin parcouru, de faire un état des lieux, afin de savoir où est-ce qu'on veut aller aussi. Se poser la question de Ça. où est-ce qu'on veut aller. Il y a eu des activités intéressantes aussi où certains enseignants ont demandé à leurs étudiants de relier les portfolios aux fiches RNCP. Les formations aux fiches RNCP, où là, voilà, les fiches compétences métiers, où là, c'est vraiment c'est les fiches types d'emploi des ministères, quoi. Donc on a vraiment les deux pieds dans la professionnalisation, quoi. Oui, alors ça c'est sûr, comme exercice. Voilà, là ça permet bien de se rendre compte avec quelles compétences tu peux avoir quel métier, et justement si t'es pas bon dans cette compétence-là, peut-être c'est pas sur ces postes-là qu'il faut postuler. Ouais. Franchement, super top, Léa. Allez, d'habitude, c'est ce que je fais avec les invités, je les laisse conclure. Donc, si tu as envie de dire quelque chose, n'importe quoi pour conclure, vas-y, à toi l'honneur. Si vous êtes toujours pas convaincu que les portfolios c'est utile, essayez d'en faire un pour vous, et vous verrez tout chemin parcouru et ça fait vachement bien. Merci beaucoup, Léa.